Bonjour à tous et bienvenue dans les petites bulles de l'été 2023 du podcast Au fil du yoga. C'est Caro qui vous parle. J'hésite toujours beaucoup à savoir qu'est-ce que je vais vous raconter parce que j'ai toujours des millions de choses à vous raconter, plus ou moins intéressantes. Donc il y a toujours un tri à faire. Mais j'ai eu un échange intéressant avec, assez bref, l'échange, sur la question du dogme en yoga. Et c'est une question qui est à la fois très intéressante et très complexe. Le dogme, c'est quoi? C'est un ensemble de présupposés, c'est pas forcément un fondement scientifique, qui est donc un ensemble de présupposés de la part de l'humain concernant un certain nombre de sujets, les plus connus étant les dogmes religieux. Et dans le monde du yoga, il faut bien admettre qu'il y a beaucoup de dogmes. Alors, il y a beaucoup de dogmes et en même temps, dans un certain nombre de pratiques, il n'y a aucun complexe ni aucune spiritualité. On est dans un entre-deux avec le yoga. Vous avez d'une part les tenants de la doxa, qui s'inscrit plus ou moins sur un long temps de ce qu'on appelle la tradition du yoga, enfin de ce que appelle la tradition du yoga d'ailleurs, tradition qui ne remonte pas forcément à très loin en arrière, qui peut vraiment prétendre que son style de yoga date de plus de 100 ans. Vous aurez beaucoup d'écoles qui diront « oui, mais nous nous inspirons de tels grands maîtres qui existaient, enfin qui étaient, on va dire, au moment de la Renaissance, 12e, 13e, 14e siècle. » Ces personnes s'appuient sur un corpus de textes qui ont fait l'objet de commentaires. Donc nous sommes déjà dans une doxa, puisqu'il y a eu des commentaires, des interprétations. Les interprétations, c'est un peu, rappelez-vous de ce que j'ai dit dans Métacognition. En fait, les interprétations, elles sont forcément le reflet de la société, de la façon dont est l'auteur au moment où il écrit. J'en veux pour preuve, au cours de votre propre vie, bien souvent on dit « Ah, c'était mieux avant ». Parce qu'on sait ce qu'il y avait avant, on ignore ce qu'il y avait après. Et passé un certain âge, le après est trop porteur de points d'interrogation qu'on a tendance à privilégier cet avant. C'est ce qui se passe un peu dans le monde du yoga. C'est-à-dire, vous avez d'un côté ce qu'on appelle le yoga traditionnel et de l'autre côté le yoga moderne. Ce yoga moderne qui est plutôt incarné par les différents styles qui ont explosé au cours du XXe et du XXIe siècle et plutôt en Occident. L'histoire est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que beaucoup d'Indiens ont exporté le yoga d'abord aux États-Unis. Ça fait partie de l'histoire moderne du yoga et ont installé à la fois des écoles et des ashrams, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe et en France. Il y a donc forcément eu, à un moment donné, une adaptation au marché local. L'adaptation étant plus ou moins profonde. Et à côté de cela, sont nés des mouvements qui se sont beaucoup inspirés, mais il faut aussi bien se rendre compte que ça existait aussi en Inde par rapport à la simple pratique des asanas. Quand on essaie de décrire une histoire du yoga, en fait, on se rend compte que ce n'est pas linéaire et que c'est très complexe parce qu'il y a une juxtaposition de textes, de méthodes, de façons de faire, de voir les choses.
j'essaye, à travers mon blog, d'essayer de décrire en fait chaque chose, et je vois que moi-même, j'ai appris les choses de façon un peu confuse, un peu mélangée, et que c'est très difficile de rendre à César ce qui appartient à César. On connaît tous, on nous a tous parlé des Védas, on nous a tous parlé des Upanishads, des Yoga Sutras de Patanjali. Moi, on m'a parlé du Samkhya, du Hatha Yoga Pradipika. Bon, après, généralement, il n'y a plus grand-chose dans ce qu'on nous apprend, je dirais en général. Allez, vous n'allez pas me sortir le texte caché de derrière les fagots. J'en ai lu aussi certains. Qu'on va plutôt appeler d'ailleurs de la filiation tantrique. Mais les tantras existaient sur une très très longue période. En fait, tout cela coexiste. D'où la difficulté de dire, bah voilà, le yoga c'est ça, et ça a suivi cette linéarité-là. Non, c'est pas vrai. En fait, le yoga, et c'est ça qui est très intéressant, et qu'on oublie peut-être en Occident, en s'arc-boutant sur certaines choses, c'est que le yoga a beaucoup évolué déjà en Inde. Mark Singleton, dans son livre sur les origines du yoga moderne, parle beaucoup de cette évolution, et notamment et forcément de l'évolution posturale. Pour expliquer en partie, c'est une de ces thèses, mais ce n'est pas la seule, que en fait les postures du yoga, l'explosion du nombre de postures de yoga, même si elle a explosé entre ce qui était évoqué dans les yogas de sutras de Patanjali, où en définitive on ne parle pas de posture, sauf pourtant il y a le mot asana, mais on présuppose que c'est surtout des variations d'une posture assise. Au Hatha Yoga Pradipika, qui, si je ne me trompe pas, en a une quinzaine. Et ensuite, on va voir une plus ou moins grande explosion du nombre de postures, mais sans jamais aller au-delà de 100, dans d'autres textes du yoga. Maintenant, on en est à avoir des encyclopédies parlant de 2100 asanas, qui sont en fait des variations d'une première posture. Bon, cet aspect du yoga corporel, en fait, Singleton l'explique en partie d'une part par l'arrivée du bodybuilding ou de l'haltérophilie en Inde, mais aussi de la volonté de créer un sentiment nationaliste hindou à travers un corps fort en face du colon britannique. Et puis après, on a dit pour créer une armée nationale qui soit à même de bouter le colon anglais des différentes parties de l'Inde, puisqu'à l'époque, l'Inde n'était pas l'Inde que nous connaissons. Voilà. Et c'est vrai que c'est une thèse qui est souvent reprise maintenant aussi par des Indiens. Alors, je vais dire originaire, j'aime pas beaucoup, franchement, j'aime pas ces termes. Ou comme certains disent, racisé, ce que je ne supporte pas, mais je comprends ce qu'ils veulent dire, mais je n'aime pas ça parce que le mot race suppose qu'on est différent. Or, pour ce qui me concerne, nous ne sommes pas différents. C'est une apparence corporelle, physique, mais nous ne sommes pas différents. Bon, l'histoire a fait que, si vous voulez, c'est perçu différemment. Bref, on est tous différents. Non, pour dire que en fait, c'est le blanc et surtout la femme blanche occidentale qui a profondément modifié le yoga. Alors, le constat est vrai et il est faux en même temps. Il est vrai parce que d'une part, hein, c'est vrai que les personnes qui fabriquent le plus, qui font le plus de yoga, ce sont des femmes blanches. Et que si on regarde d'ailleurs le nombre, les photos ou les pratiquants dans les studios, on verra que c'est essentiellement des femmes blanches, plutôt issues d'une classe moyenne à aisée de la société, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Et évidemment, là où ça se voit peut-être encore le plus, ou en tout cas les esprits se tombent, ce sont vers les États-Unis.
Donc une forme aussi de fitness. Et c'est là où j'en viens à l'opposition entre les tenants du dogme et les autres. Et on voit une certaine dissolution, en définitive, de la façon de faire du yoga qui va beaucoup se rapprocher d'une partie fitness. Alors, c'est là où c'est très intéressant. On s'arc-boute sur la façon de faire les postures, mais encore une fois, le nombre de postures a évolué dans le temps, elles n'ont pas toutes été enseignées de la même façon, et surtout, nous avons tous des corps différents. Un Indien au Moyen-Âge n'a rien à voir avec un Gaulois au Moyen-Âge. Ce que je veux dire par là, même un Indien, je dirais peut-être pas un Indien maintenant, et encore, il faut voir, puisque la population indienne est très diverse, je pense beaucoup plus diverse que la nôtre, parce qu'il y a toute une palette en fonction des États, ils sont presque 1 milliard. Donc c'est difficile de dire que 1 milliard d'Indiens se ressemblent tous par rapport à un Français, par exemple. Mais quand, au milieu du XXe siècle, le yoga a commencé à vraiment prendre son essor aussi du côté occidental. Les Indiens étaient en tout cas des gens qui ne s'asseyaient pas encore vraiment sur des chaises. La façon de s'asseoir en Inde est complètement différente. Était en tout cas, parce que je ne sais pas comment ça se passe maintenant, donc je ne veux pas dire de bêtises, n'était pas la même façon que la façon dont un occidental s'assoit sur une chaise. Et on est de plus en plus sédentaire en Occident, ce qui je pense n'est pas forcément le cas pour tout le monde en Asie, bien que. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre corps, notre corps là aujourd'hui, mais le corps d'il y a 50 ans et le corps en arrière et le corps dans 50 ans en avant, il n'est pas le même. Parce que qu'on le veuille ou non, il change. Et nos hanches, par exemple, sont beaucoup moins ouvertes qu'un Indien au milieu du XXe siècle. Donc, par exemple, s'asseoir en demi-lotus, c'est compliqué pour un occidental. Pourquoi? Mais parce qu'on est tout le temps assis. Et on est tout le temps assis depuis quand? Depuis l'âge de 2 ans et demi. Donc, nos hanches se sont, si vous voulez, rigidifiées à tel point qu'elles n'ont pas appris à s'ouvrir complètement. De là à enseigner des postures qui sont complexes pour un corps et donc qui nécessitent un certain nombre d'années. Alors vous avez les écoles de ceux qui vont dire ben non, on ne fait que ces postures-là et elles viennent quand elles viennent, on ne fait aucun arrangement. Vous avez l'école plutôt Iyengar qui, elle, va dire on va travailler la posture avec des accessoires, ce qui me séduit déjà beaucoup plus. Afin de, à un moment donné, arriver à cette ouverture du corps pour arriver à la posture telle qu'elle a été décidée, par qui, je ne sais point, parce que je ne suis pas sûre que dans l'idée de la première personne qui écrivait comment s'asseoir en lotus ou faire une torsion, enfin bref, peu importe, ça soit la même façon que maintenant. Ça ne veut pas dire que je ne comprends pas ce que veut dire une personne tenant d'un yoga traditionnel, puisque c'est comme ça qu'ils se décrivent, que ces personnes se décrivent. Et je ne jette absolument pas l'opprobre là-dessus. J'essaye de comprendre et aussi de voir par rapport à ma propre expérience. Pourquoi? Parce que c'est aussi dire qu'on respecte une filiation historique et surtout, c'est qu'on se laisse le temps. Que la posture n'est qu'un instrument, ce qui est très intéressant. Mais chez Iyengar aussi, on dit que le corps n'est qu'un instrument, la posture n'est qu'un instrument. Et j'aime beaucoup aussi ce que disait Desi Kachar, parce que lui, c'était l'idée que on n'adapte pas le corps à la posture, mais on adapte la posture au corps. Vous le savez, moi je fais du forest yoga, ce qui est encore une forme du XXe siècle, fin du XXe siècle, fait par une femme américaine. Donc on n'est plus du tout dans la tradition du yoga, et classique du yoga. Et là on dit quoi? Là on dit que on adapte la posture au corps. Donc on retrouve cette filiation
avec des ikachars. On utilise énormément d'accessoires parce qu'Anna Forest a été élève de Iyengar. Donc, je me retrouve aussi un peu dans l'Iyengar. J'ai pratiqué pendant 2 ans de l'Iyengar. J'ai trouvé ça très intéressant. Comme j'ai fait une grosse année, peut-être même 2 ans, de Raja Yoga, qui est une forme, on va dire, très traditionnelle et qui était très intéressante aussi. Je dis très intéressante parce que c'était intéressant, mais pour autant, ce n'est pas vers ces styles de yoga que je me suis tournée. J'ai plutôt trouvé mon compte, entre guillemets, dans le forest yoga. Mais pourquoi? Mais parce que c'est un ensemble. Il y a la posture. Et je pense aussi, il y a cette idée d'être décomplexé, même si ça me turlupine, moi, personnellement, mais parce que moi, je vis en France. Et le terrain français, il est quand même particulier. Pourquoi? Le terrain français, il est d'abord occupé par le Hatha Yoga, le yoga de l'énergie, mais qui sont très proches, l'Ashtanga Vinyasa. Ashtanga Vinyasa, je les mets ensemble parce que, même si c'est codifié par Patabi Joyce pour l'Ashtanga, c'est quand même un yoga qui est très rapide, si vous voulez, par rapport au Hatha Yoga. Forest Yoga, on est au milieu de tout ça. Et surtout, c'est qu'il n'y a pas de... On ne revient pas à un texte écrit par un Indien. Mon complexe, si vous voulez, il viendrait plutôt par rapport à ça. Sauf que on nous demande de lire énormément de textes pour, je dirais, nous ouvrir. Et c'est ça aussi que j'apprécie beaucoup, sur différents horizons, aussi bien du point de vue purement anatomique, biomécanique, ce qui n'a strictement rien à voir avec tous les autres, hormis l'Iyengar. Et puis, sur le bouddhisme, parce qu'on nous fait lire des livres sur le bouddhisme, sur la méditation, alors plutôt la méditation de pleine conscience, mais là, il faut être honnête, c'est ce qu'on va retrouver le plus, et Vipassana inclus, dans les méditations qui sont offertes actuellement. Et ça va être une pure curiosité que d'aller voir et piocher dans d'autres styles de yoga. Pour ce qui me concerne, ce qui m'a beaucoup aidé, et notamment sur la base purement philosophique, c'est le Yoga Nidra. Mais Yoga Nidra est un peu à part. Donc, vous avez d'un côté les tenants, je dirais, d'une discipline pure, dure, stricte, très encadrée, et on va dire une dilution à tel point que, là, j'ai encore vu il y a 4 jours sur Facebook, dans un groupe événementiel sur la région PACA, yoga et bière. Bon, bah là, effectivement, je comprends parce que je me place de leur côté que yoga et bière, c'est une catastrophe. Hein, et que nous sommes dans une dissolution complète de ce qu'est le yoga. Alors oui, on peut dire que le yoga est dogmatique, parce que le yoga, du coup, le monde du yoga classique va difficilement accepter des formes différentes de style, donc c'est un peu le cas pour le forest yoga. C'est vrai que le Bikram est regardé différemment, mais en fait, chacun va regarder l'autre en se disant, ben, mon yoga est mieux que... Donc, on en revient en fait, plus au dogme, mais on en revient à l'agitation de nos égos. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on se fait tous avoir. On se fait tous avoir en disant, mais je pratique le yoga, mais ce qu'il fait là, ah, c'est pas terrible. Donc, on juge. On est tous d'accord. Et c'est peut-être une des clés pour se positionner, et je pense même qu'il n'y a pas besoin de se positionner. L'idée qui recouvre tout ça et qui était déjà indiquée par les Yoga Sutras de Patanjali, c'est l'éthique. Quelle est l'éthique? Pour être engagé sur la voie du yoga, il faut une discipline, mais discipline et tapas. Faut-il que ça soit quelque chose qui ne sort pas des rails, donc on rentre dans un dogme complet, ou faut-il que ça soit n'importe quoi? Le problème du n'importe quoi, c'est que
et c'est le cas en France, on a énormément gommé l'aspect spirituel. La spiritualité, vous allez me dire, c'est un dogme. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que le yoga n'est pas que l'asanas. En fait, on arrive, c'est pas moi qui l'ai inventé du tout le terme, je l'ai lu, je ne sais plus où, certainement dans un post sur Instagram des États-Unis, sur l'asanisation du yoga. Et ça, c'est vrai. C'est qu'en fait, le yoga pour les gens, c'est que les asanas. On en oublie donc à la fois tout ce qui constitue le yoga et d'un autre côté, on rejette la spiritualité. Pourquoi? Mais parce qu'on est en France, on est dans un pays qui se dit laïque, où il y a une séparation de l'Église et de l'État, où dès que spiritualité, ça fait beatnik, new age, ça fait secte, donc on s'en éloigne. Ou ça fait extrémisme et fondamentalisme, donc on s'en éloigne. Et on gomme tout ça. Le nombre d'élèves que j'ai vu se hérisser quand j'ai dit que j'allais parler un peu de spiritualité. Mais je ne peux pas non plus ne pas en parler, c'est le yoga. Donc ça m'oblige à faire une espèce d'acrobatie. Donc moi-même, je dilue mon propre enseignement pour plaire. Et on en revient à l'idée d'un des derniers podcasts que j'ai fait sur faut-il vendre le yoga pour être prof de yoga? Parce qu'on peut pas tout dire en une heure, mais on s'oblige à ne pas tout dire non plus parce qu'on veut plaire à l'autre. Parce que malgré tout, il faut que l'autre y vienne au yoga. Et on espère toujours quelque part qu'il ira un tout petit peu plus loin que la simple asanas. Alors oui, il y a beaucoup de dissolutions. On a tendance là, en ce moment, ce qui explose, c'est le mot breathwork qui explose et on dit que c'est du pranayama. Ce n'est pas du pranayama, ce sont deux choses différentes. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que le breathwork est une pratique à part entière. Le pranayama en est une autre. Même si elles ont le souffle en commun, ce sont deux choses différentes. Le pranayama, c'est le yoga. Et comme le faisait remarquer une personne, et c'est aussi écrit dans les Yoga Sutras de Patanjali, l'idée, c'est de ne pas respirer le plus longtemps, de retenir sa rétention à vide le plus longtemps. Donc on commence d'abord par expirer longtemps, beaucoup, longtemps. Le breathwork, c'est pas ça. C'est une autre technique de respiration qui vient du Qigong. Comme on a complètement dilué le Yoga Nidra. Le Yoga Nidra, c'est pas une méditation, c'est pas une relaxation. C'est pas une relaxation parce que c'est une simple étape du Yoga Nidra. C'est pas une méditation parce que la méditation est aussi une simple étape du Yoga Nidra. Là, on rentre dans quelque chose de plus compliqué parce qu'en fait, il faut le voir avec ces ondes cérébrales. Et puis, bon, on va dire aussi qu'après, tout va dépendre de ce que vous entendez par le mot méditation. Mais vous voyez, là aussi, il y a une dilution. Faut-il tout lâcher? Non. Effectivement, il faut toujours rappeler ce qui était plus ou moins la base pour que les gens reviennent sur une voie du milieu. En fait, moi, je serais plutôt une tenante du voie du milieu. Je respecte la tradition. Sinon, je ne lirai pas tous les textes. Je ne m'embêterai pas, entre guillemets, à essayer de comprendre des choses qui peuvent être complexes pour moi. Et ne faire que ce que j'ai envie de faire. Mais j'accepte aussi tous les éléments extérieurs qui peuvent enrichir la pratique. Est-ce que c'est du yoga encore? Alors, c'est sûr que peut-être que strictement parlant, je suis d'accord, ça va être différent de ce que c'était au départ. Mais le yoga, je le rappelle, le yoga de Patanjali a évolué. Et ce qu'on fait au milieu du XXe siècle n'était pas le yoga de Patanjali, tout comme ce qui est fait maintenant en 2023 ne ressemble pas à ce qui était fait au milieu du XXe siècle. Il y a forcément nécessairement des évolutions. C'est l'éthique qui va nous guider, le respect, les principes de base, l'honnêteté,
L'observation en essayant de ne pas juger. Et c'est peut-être le plus difficile. Je juge, hein. Je juge, d'accord? On est bien d'accord. La chose peut-être que j'ai apprise vraiment par rapport à ça, c'est que je juge et il y a un moment donné, je m'aperçois que je suis en train de juger. Donc, bon, le mal est fait, entre guillemets, j'ai jugé. Mais je me suis aperçue que j'ai jugé. Donc, je me suis vue faire. Ce qui est intéressant, du coup, dans la perspective du yoga, c'est de comprendre pourquoi on a jugé. Qu'est-ce qui s'est mis en œuvre en nous, hormis nos présupposés. Donc, cette prééminence du mental, bouddhi, l'intelligence, où est-ce qu'elle est passée, pour ne faire peut-être que Ahamkara, le jeu qui a pris vraiment une importance fondamentale. Donc la discipline, elle peut être assouplie d'une certaine façon. En fait, tout ce que je vous dis, c'est de réfléchir à la façon dont on réagit, comment on pratique, comment on a envie de pratiquer, et puis toujours se poser la question, mais est-ce que je fais toujours du yoga ou pas? Et peut-être tracer une ligne à ne pas franchir et se rendre compte que là, bah non, c'est plus du yoga, c'est autre chose. Et c'est très bien aussi de faire autre chose. Par exemple, je fais ce qu'on appelle du bodywork. C'est pas du yoga, même si je vais utiliser des techniques de bodywork en yoga. Mais on est bien d'accord, c'est pas du yoga stricto sensu. Je le sais. À partir de là, ça ne me pose pas de problème de le savoir et de le faire. Et puis, la tolérance. S'accepter, accepter les évolutions, voir en fait ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Et puis peut-être, c'est vrai qu'il faut défendre le yoga pour qu'il ne se dissolve pas trop, parce qu'il y a toujours cette possibilité, c'est d'une dissolution, de disparition complète. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais c'est peut-être aussi d'observer que en s'arc-boutant, on devient extrême. Et puis, dans cet extrême, on peut devenir violent. Pas physiquement forcément, mais dans la parole, dans le jugement. Cette violence, elle va à l'encontre des principes, même éthiques du yoga, Ahimsa. Donc, c'est pas simple, rien n'est simple. Et simplement observez-vous, regardez un peu autour de vous, réfléchissez à, voilà, moi quand on me dit je fais du yoga traditionnel, je dis merde, moi qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, j'ai dit un gros mot, mais quelque part, on est tous on veut tellement défendre son précaré que on renvoie une image forcément négative à l'autre personne. C'est juste d'essayer de renvoyer quelque chose de positif à la personne, de respecter l'autre personne. Du coup, j'ai pas abordé du tout la question de la spiritualité, mais ça viendra ultérieurement. Mais réfléchissez un tout petit peu au mot spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Le yoga ne vous demande pas de devenir hindou. Enfin, pas encore. Parce que c'est effectivement une des dérives. De même que vous n'êtes pas obligé de chanter des mantras qui ne vous parlent pas. Ou d'embrasser le bouddhisme, puisque c'est, on va dire, j'allais dire une autre branche du yoga. Disons que vous pouvez déboucher sur le bouddhisme ou le jaïnisme. Non. Demandez-vous pourquoi le mot spiritualité vous braque. Pourquoi vous ne souhaitez pas entendre parler de spiritualité? Et du coup, posez-vous la question, mais pourquoi je fais du yoga alors, puisque le yoga est forcément une spiritualité? Ça sera l'objet d'un prochain podcast, peut-être un vrai long podcast avec Maïmouna. Passez à tous une excellente journée.